Je n'avais pas prévu de m'adresser à nouveau à vous, mais la situation l'exige. En effet, la situation financière de TVL reste totalement préoccupante si nous ne bouclons pas notre budget avant la mi-juillet, et ce n'est actuellement pas le cas. Concrètement, malgré votre mobilisation, il nous manque quoi? 300 personnes qui envoient un don de 100 €. 300 personnes qui envoient un don de 100 €. Voilà l'enjeu. Il n'est pas mince, j'en suis conscient. Et pourtant, cela représente 22 minutes de propagande de France Télévisions avec nos impôts. Je compte sur vous pour répondre à cet appel à l'aide pour votre télévision, celle de vos idées. Retirez-nous cette épine du pied pour nous permettre de repartir d'un bon pas pour les prochains mois à l'avance. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Philippe Pascot. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Philippe Pascot, vous êtes ancien maire adjoint d'Évry en Essonne du temps de Manuel Valls. Vous êtes une éternelle figure des Gilets jaunes et vous publiez cet ouvrage que voici, Les cons, ça ose tout, moi aussi, préfacé par l'humoriste Bruno Gassio, le célèbre auteur, entre autres, des Guignols de l'info. C'est édité chez Christine Bonneton. Alors, puisqu'il est question de conneries, entrons dans le vif du sujet tout de suite. Philippe Pascot, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de cette connerie? La définition que j'ai aujourd'hui, alors à l'instant T, c'est que nous sommes tous de plus en plus cons. Et que le pire, c'est qu'on se laisse faire et qu'on est dirigé par des cons. Donc j'ai voulu écrire un livre pour faire comprendre aux gens que la connerie, on pouvait en sortir à partir du moment où il fallait pas trop rentrer dedans. Et de plus en plus, on rentre dans la connerie. Donc les cons, c'est nous. Oui, mais proprement dit, la connerie, c'est quand? Moi, j'aimerais une définition scientifique. Alors, je n'ai pas de définition scientifique parce que c'est tellement vaste, la connerie. On peut partir de la connerie historique, de la connerie féminine, du con féminin, à la rue des cons à Paris. Mais moi, j'ai surtout essayé d'analyser la connerie dont on ne peut pas croire que c'est con tellement c'est con. La connerie, c'est quoi? C'est sortir du bon sens? La connerie, c'est pas sortir du bon sens, c'est faire n'importe quoi, n'importe comment, sans tenir compte de ce qui t'entoure. Des fois, ça peut être du génie, mais souvent, très souvent, c'est de la connerie. Question numéro 2, cher Philippe Pascot, elle est un peu abrupte. Êtes-vous con? Et si oui, dans quelle catégorie de con vous rangez-vous? Moi, je suis con parce que j'ai tendance à faire confiance aux gens. Donc, c'est un gros défaut en politique. Ça, c'est la naïveté, non? Ouais, mais c'est être con parce que... C'est la gentillesse? Ouais, je sais pas, mais j'arrive pas à croire que l'humanité est méchante. Ouais. J'arrive pas à croire que l'être humain est méchant. J'arrive pas à croire que l'être humain fait des choses pas possibles uniquement pour gagner de l'argent en sachant qu'ils vont condamner des millions de gens à mourir. C'est une religion, la connerie, c'est la religion de l'argent, entre autres. C'est la religion de l'argent, du pouvoir, du sexe, du mélange de toutes ces choses. C'est la connerie à l'état pur. Je veux dire, c'est aujourd'hui des gens qui sont en train de faire mourir des millions de gens uniquement pour gagner un peu d'argent. Pourquoi vous pensez qu'il est plus facile de devenir con aujourd'hui qu'avant? Parce que aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de s'informer qu'on s'y perd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le savoir est tellement dilué dans les réseaux sociaux, etc., qu'une vérité, c'est quoi aujourd'hui? Je le mets dans mes livres. C'est 60 000 likes. À partir du moment où vous faites 60 000 likes, c'est vrai. Et les gens ne vérifient plus leurs informations. Donc la connerie vient de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dernier qui a parlé, c'est celui qui a raison. Le dernier, celui qui a le plus de likes, l'influenceur. Vous vous rendez compte aujourd'hui, la connerie, il y a des influenceurs. J'ai besoin d'être influencé pour savoir ce que je vais acheter. Et je m'accroche après mon influenceur. Et je regarde mon influenceur pour savoir ce que je vais faire. T'es pas capable de décider tout seul? Est-ce que les chaînes d'infos en continu, puisque vous parlez d'information, est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle dans ce phénomène? Oui, ça joue un rôle, parce que comme c'est des chaînes d'information en continu, ils sont sans arrêt obligés d'inventer, entre guillemets, ou de régurgiter de l'information. Donc sans arrêt, il en faut. Alors après, il y a la course entre les différentes sources d'information. Comme aujourd'hui, on veut être le premier à avoir le plus de blogs, de buzz, le premier à avoir plus de likes, on vérifie plus notre information de peur que l'autre la publie avant nous. On prend plus le temps. Est-ce qu'il existe encore des journalistes d'investigation? Je regarde Élise Lucet, après je commence à chercher.
Ils n'ont plus le temps, on ne leur donne pas les moyens, et il faut publier. Ça, c'est une véritable connerie. Alors, on voit que la population mondiale ne cesse d'augmenter, mais proportionnellement, pensez-vous que les cons sont plus nombreux qu'autrefois? Ah oui, vachement. Je le mets dans le livre, d'ailleurs. Comment, aujourd'hui, il y a des millions de gens qui peuvent croire que la Terre est plate? Je l'ai dit dans une autre émission, je me suis fait incendier. Il y a des gens qui sont persuadés, durs comme fer, que la Terre est plate et qu'elle est portée par 2 tortues et un éléphant. Mais comment, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut croire ça? Même si on peut douter de certaines choses, comment on peut douter de ça? Oui, ils imaginent la Terre comme une sorte de disque. Oui, et puis si tu vas au bout, tu te casses la figure. Mais est-ce qu'ils ont déjà eu l'idée de prendre une photo du bord? Mais il y a même un type un rappeur américain, qui a décidé d'envoyer une sonde pour voir, et puis en fin de compte, il ne l'a pas fait. Et puis ces gens-là sont perçus parce qu'ils s'appuient sur des faits scientifiques. Aujourd'hui, le pire, c'est que le mensonge, la connerie, s'appuie, soi-disant, sur des vérités scientifiques. Et les gens qui croient que la Terre est plate, et la dernière émission que j'ai faite, ça m'a valu une quinzaine de mails derrière sur mon mail perso, en me disant « c'est vous qui êtes un con, la Terre est vraiment plate, vous vous faites manipuler ». Mais non, je ne me fais pas manipuler. Mais aujourd'hui, dire que la Terre est plate, c'est quand même un truc complètement con. Pourquoi vous pensez que la connerie est à la mode aujourd'hui? Ah, je sais pas si elle est à la mode, mais en attendant, il y en a plein qui s'en servent. Hein. La connerie, elle est à la mode parce qu'on va vers la facilité. C'est dans le vent d'être con. Mais ouais, c'est dans le vent. C'est vachement plus facile d'être con plutôt que de regarder la réalité en face. C'est vachement plus facile de croire ce qu'on t'écrit dans les journaux plutôt que d'essayer d'aller chercher la vérité, de creuser un petit peu plus. Quand on vous annonce qu'il y a... le bouquin, c'est pas seulement ça, hein, mais qu'il y a que 7% de chômage en France, que c'est la meilleure taux depuis 40 ans, comment les gens peuvent y croire? Alors qu'il y a 5 millions de gens qui ont pas à bouffer et que les assistances alimentaires explosent en France. Qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger, qu'il y a des gens qui achètent de la viande maintenant 1 fois par semaine. Et on vous explique que, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, vous parlez des smartphones et de leurs utilisateurs. Ils sont plus de 6 milliards aujourd'hui dans le monde. Moi, je les vois pas fini, hein. À Paris. Ils ont le nez rivé sur leur écran du début jusqu'à la fin de leur trajet. Est-ce que, selon vous, ça peut s'apparenter à de la connerie, ça? C'est pas de la connerie, c'est encore le progrès d'être intéressant. Je le dis souvent par rapport, et je le mets dans le livre, c'est l'utilisation qu'on fait du progrès. Aujourd'hui, le smartphone, qui est soi-disant un outil, entre guillemets, pour nous aider, va en fin de compte nous enfermer dans une prison. Mais c'est fait pour nous faire gagner du temps à la base. Oui, mais gagner du temps, est-ce que c'est être prisonnier? Parce que c'est ça qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, regardez, je le mets dans le livre, vous ne pouvez plus acheter un ticket de métro sans votre smartphone. Mais si tu perds ton smartphone, tu vas comment dans le métro? Si tu te le fais voler un quart d'heure avant, tu vas comment dans le métro? Et je vais plus loin et je ne suis pas complotiste, hein, mais c'est simplement des choses simples à comprendre. Mon ticket de métro, je pouvais le mettre où je voulais. Personne ne savait où j'étais. Maintenant, avec le smartphone, on va savoir quand tu prends le métro, où tu sors du métro, à quelle heure tu prends du métro, à quelle fréquence tu prends ton métro. Donc, et économiquement parlant, ça peut être intéressant pour des lobbies économiques, et pour des dirigeants qui veulent savoir où est tel opposant, ça va être vachement facile aussi de savoir où l'opposant s'est rendu en métro. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de nous faire. Mais en plus, on ne nous oblige pas. Ce qui est génial, et je le mets dans mon bouquin, c'est qu'on ne nous oblige à rien. Tu peux toujours acheter un ticket de métro. Le lundi, entre 9h et 9h30 à la station Gaîté. Donc à partir du moment où tu peux le lundi, entre 9h et 9h30 à la station Gaîté, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui as choisi de t'enfermer dans la prison du smartphone. Et c'est un truc de fou. Et ils font toujours, je le mets aussi dans le livre par rapport, par exemple, au ticket de parc-mètre. Avant, dans les parcs-mètres. Et je trouve que c'est un truc totalement con. Vous alliez à la machine, et vous mettiez 10 minutes, vous reveniez, vous mettiez votre petit ticket. Non, maintenant, c'est par smartphone. D'abord, vous avez vachement de mal. Moi, j'ai de plus en plus de mal à trouver un parc-mètre pour mettre des pièces. Tu peux plus mettre des pièces, il faut que tu mettes ta carte. Mais en plus, maintenant, ils vous obligent quasiment à prendre votre stationnement sur le smartphone. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est à la minute. Et que si jamais vous ne remettez pas des sous, ça sonne. Alors qu'avant, vous aviez un petit délai. Vous n'avez plus aucun délai maintenant pour payer. Et c'est plus simple, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, encore une fois, les libertés reculent. Parce qu'avec le smartphone, on sait exactement où vous êtes garé, quand vous êtes garé, à quelle heure vous êtes parti, où vous êtes reparti. Même si ça a l'air sécurisant, mis entre de mauvaises mains un jour, ça risque de faire mal.
Et cette prison du smartphone, c'est aussi la prison des notifications. Les gens sont sans arrêt dans l'attente d'une nouvelle notification. Donc en fait, on a toujours ça dans un coin du cerveau. Et la production, la productivité de l'homme, elle diminue à cause de cette connerie. Mais on devient con. Je vais vous donner un exemple bien précis par rapport à ça. Moi, il y a 20 ans, on me téléphonait pour avoir un numéro de téléphone. On me téléphonait pour avoir un numéro de téléphone. Je les connaissais par cœur. J'ai 1500 numéros de téléphone maintenant dans mon smartphone. Si je perds mon smartphone, je suis mal. On ne retient plus rien. En fin de compte, quand vous réfléchissez, le smartphone qui est soi-disant un espace de liberté, c'est un espace de prison et d'abêtisation. Oui, là, on devient con. J'avais reçu un psychiatre il y a quelques années qui nous disait l'écran Internet lamine votre psychisme. Alors, j'ai une formule pour ça. L'écran Internet et la télévision, c'est une petite fenêtre sur l'extérieur qui vous enferme à l'intérieur. On croit qu'on va vers l'extérieur, et en fin de compte, on est à l'intérieur. Et c'est une preuve bien simple, et c'est là où on devient con, quand vous regardez les gens. C'est la perversité du système aussi. Ils sont tous branchés sur l'extérieur. Mais ils sont tout seuls. Ils sont plus capables de se regarder, de se parler. Ils se disent plus bonjour, etc. Ouais. Moi, avant, dans le métro, je voyais des gens qui lisaient, qui regardaient, on comparait les bouquins. On ne compare pas les smartphones. Hein. Chacun est sur son petit univers personnel où il a l'impression de dominer le monde entier à travers une petite fenêtre de 2 cm de large. Cette connerie, est-ce qu'elle est toujours le résultat d'une absence de réflexion ? Alors, elle est le résultat pas d'une absence de réflexion, d'un matraquage pour te faire croire que si tu fais pas ça, t'es un con. C'est encore plus pervers. Ouais. C'est-à-dire que si jamais t'achètes pas ton smartphone dernière génération, t'es encore plus con que les autres, parce qu'il faut que toi répondre. T'es un ringardos. Faut changer son smartphone tous les 6 mois. Mais en fin de compte, un smartphone... Mais tu votes écolo. Qui ça ? Oui, bah, tu non, mais voilà, voilà. Ça, c'est un deuxième problème. Mais aujourd'hui, écolo, droite, gauche, très honnêtement, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a qu'une masse de cons qui ne savent pas comment exister et qui existent à travers leur smartphone ou d'autres choses. Et c'est le but de ce bouquin. C'est de faire comprendre et d'essayer de faire réfléchir les gens de façon un petit peu ludique. C'est quoi la plus belle, la plus grosse connerie que vous ayez pu observer au cours de votre carrière politique ? Au cours de ma carrière politique, Manuel Valls. Salut Manu, si tu m'écoutes. Je l'appelle Dark Vador. Alors, pour précision, je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. Hein. Maintenant, quand je le vois, je l'appelle Dark Vador. Une fois, ça suffisait pas. Non, une fois, ça suffisait pas, mais il était assez costaud, c'est un petit teigneux. Hein. Une fois, je l'ai collé contre le mur. La fois d'après, c'est lui qui m'a collé contre le mur. Hein. La plus grosse connerie, c'est Manuel Valls, quand il est devenu... un jour après d'être devenu député. Il avait pris la grosse tête. Et les grosses chaussures. Et il a viré sa femme. Impardonnable. C'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin d'elle. Donc, la plus grosse connerie, c'est le changement d'attitude dès que les mecs ont cru est arrivé. Dès que ces mecs ont cru. Mais c'est pas le seul, j'en ai rencontré un d'autre. Dès qu'ils ont l'impression d'arriver au sommet, eh ben, il y a une espèce de truc qui change chez eux. Ils deviennent autrement, ils doutent plus, ça devient des dieux, il faut les vous voyez. Voilà. C'est une des plus grosses conneries que j'ai vues en politique. Le changement des individus quand ils sont arrivés à l'objectif qu'ils voulaient. Et en plus, ils se croient tous d'un seul coup propriétaires de leur mandat. Ils n'ont pas compris qu'ils sont que locataires. Et vous êtes les serviteurs de la République. Normalement. Ouais. Normalement. Enfin, j'en ai eu beaucoup de servir, moi, quand même. Je le mets dans mes autres livres. On va rester pour cette question dans la politique, puisque vous évoquez aussi les sondages dans votre ouvrage. Vous les qualifiez de manipulation pour les cons. C'est un piège à cons, les sondages ? Mais c'est complètement et de plus en plus un piège à cons. On vous donne d'abord un truc, c'est à l'instant T, donc ça peut changer du jour au lendemain, mais on vous fait croire que c'est l'opinion de la majorité des gens qu'il faut que vous continuiez comme ça. Et en plus, les gens, il faut qu'ils le regardent. On vous donne, mais je l'ai prouvé dans je ne sais plus quelle affaire, de regarder déjà qui paye le sondage. Donc déjà, quand vous voyez qui paye le sondage, vous vous posez des questions. Maintenant, il y a des gens qui sont payés. Parce que vous avez déjà été assisté à un sondage ? Jamais. Et c'est marrant. Et je connais personne qui ait déjà été appelé moi non plus, autour de moi, j'ai rencontré personne qui a été appelé pour un sondage. C'est quand même fou. Donc ils ont trouvé la combine, maintenant ils payent les gens. Sauf qu'il faut bien réfléchir que quand vous êtes payé pour faire des sondages, vous avez intérêt à bien répondre. Sinon, on ne vous rappelle pas. Donc déjà, ça pose déjà... Bah oui, les mecs qui connaissent. Après, t'es un peu finou. Tu sais que si tu réponds un petit peu à côté, que tu es pas dans le créneau d'âge ou dans le truc sociaux, machin, le mec, il raccroche tout de suite et il te prend pas. Donc les gens ont tendance à arranger leurs questions au bout de 2-3 sondages quand ils sont payés pour continuer à être casqués.
En plus, les sondages, ils sont pondérés, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'un sondage, une fois qu'il est donné, il y a 3 ou 4 personnes qui se réunissent dans un bureau, ils disent, bon, on va lisser tout ça. Voilà, c'est le mot. On va pondérer. Donc il y a une marge d'erreur de 5 à 7% en plus sur les sondages. Donc aujourd'hui, un sondage, ça veut rien dire. Vous rajoutez à ça, selon comment est posée la question, vous induisez la réponse. Et il y a des gens qui savent très bien faire ce genre de choses. Bien, alors, est-ce que vous préférez les OGM ou la bombe atomique ? Monsieur, moi je préfère les OGM. 75% des gens sont maintenant favorables aux OGM. Et c'est la réponse qu'on vous donne sur le sondage. Mais on vous oublie de vous donner tout le procédé et la question insidieuse qui a été faite pour avoir une réponse dirigée. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont payés pour savoir comment il faut poser une question, pour quelque part avoir la réponse qu'on veut obtenir. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, que certains de nos dirigeants, il y a un type d'ailleurs, je n'arrive jamais à retenir son nom, qui s'appelle Macrotte, comment il s'appelle ? J'arrive jamais à retenir son nom. On voit qui c'est. Les sondages aujourd'hui sont en train de remonter pour ce monsieur. Oui, il a pris 6% l'autre jour, j'ai vu. Ouais, 6% d'un seul coup en 2 jours. Je sais pas. À mon avis, un truc sur les retraites, c'est pour ça que les sondages ont dû monter. Mais comment vous voulez croire ça ? Ils sont plus crédibles même. Ils sont plus crédibles. Il y a un chapitre dans votre ouvrage, Philippe Pascot, qui s'intitule ainsi « Il y a aussi ceux qui nous prennent pour des cons ». Ça veut dire que, quoi, on nous mentirait ? Vous êtes complotiste, Philippe Pascot ? Ah non, mais je suis loin d'être un complotiste. La preuve, c'est que je n'écris que sur le factuel. Tout ce que j'écris dans ce livre est prouvé, vérifié, factuel. Donc quand j'écris un chapitre sur une connerie, j'ai la preuve de la connerie. Donc on ne peut pas m'appeler d'être complotiste. Et quand je dis j'ai la preuve, je fais attention. Je n'ai pas qu'une seule preuve. C'est-à-dire que je recoupe mes informations. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens aujourd'hui qui vous disent j'ai la preuve, mais ils ont été chercher leur preuve dans le gorafi.fr. Moi, je veux bien. Mais le gorafi.fr, ça suffit pas comme preuve. Donc moi, c'est vraiment des preuves sur carte sur table. Et quand je prends des chiffres, souvent, je prends les chiffres chez les gens qui mentent. C'est-à-dire que c'est des chiffres que les gens annoncent. Donc voilà, je triche pas avec ça. On nous prend pour des cons, c'est clair. Et de plus en plus. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui pensent encore que les pouvoirs publics veulent notre bien, qu'ils recherchent le bien commun ? Je leur dis qu'ils se gourrent, qu'ils ont qu'à sortir dehors, qu'ils ont gardé leur bulletin de paye, qu'ils ont qu'à ouvrir leur frigidaire le 10 du mois, qu'ils ont voir comment ils peuvent payer des vacances à leurs gosses, qu'ils regardent combien ils payent d'impôts, qu'on leur dit comment on leur ment. C'est-à-dire qu'on leur dit vous n'allez plus payer de taxes d'habitation et qu'ils regardent leurs taxes foncières et qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a des endroits où il y a 100% d'augmentation sur la taxe foncière alors qu'on leur a supprimé leur taxe d'habitation. Mais officiellement, tout va bien. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim ? Moi, j'ai des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Qui dorment dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer un logement. Si ça, c'est pas nous prendre pour des cons, je veux bien. Par contre, officiellement, tout va bien. Vous écrivez ceci, Philippe Pascot, dans votre ouvrage. Soumission totale, obéissance aveugle, refus de comprendre, déni d'évidence, une attitude à la con peut être contagieuse dans le cadre d'une pression collective. Tout cela, Gustave Le Bon en parlait dans son ouvrage il y a bientôt 100 ans, Psychologie des foules. Oui, mais j'affirme et je précise, les gens sont cons à partir du moment où les voisins te disent que c'est bien, tout le monde a l'intention de ne plus être rebelle et puis on continue à penser que c'est bien. Je l'ai marqué dans le bouquin avec les expériences sur 2000 grammes, avec d'autres expériences chez un ophtalmologue. Un ophtalmologue. Où je l'écris. Oui, alors l'expérience de 1000 grammes, en quoi ça consiste ? L'expérience de 1000 grammes, c'est que tu donnes des questions à quelqu'un et en fonction de ses mauvaises réponses, tu lui envoies de l'électricité. Mais qui donne en fait ? Qui pose les questions ? En fait, c'est un scientifique qui... Oui, la science s'impose, c'est le pouvoir, c'est ceux qui ont l'autorité, etc. Il pose des questions à un cobaye et le cobaye... ne répond pas bien, et on l'a vu à la télé, etc., déjà ces expériences, et au fur et à mesure, on demande à la personne d'augmenter l'intensité. Et on entend des charges électriques, et c'est un comédien qui prend les charges. Tout ça, c'est faux. Mais ça pourrait être vrai. Puisque personne ne sait que c'est faux. Attention, j'ai fait des caméras cachées, et je peux t'assurer qu'il y a des gens qui croient vraiment ce qu'on est en train de leur faire. France 2 l'avait fait, ça, d'ailleurs, je me souviens. Oui. Et au fur et à mesure, ils augmentent l'intensité.
Et le mec commence à hurler de douleur, mais comme le pouvoir te dit de continuer, et qu'on te dit que tu n'es pas responsable, parce que le responsable, c'est celui qui a fait la mauvaise réponse, c'est celui qui a posé la question, et ben tu continues à augmenter l'intensité jusqu'à ce que le mec il meure. Et ça, c'est de la connerie. Et l'ophtalmo, c'est pareil. Il y a des gens qui sont assis dans une salle d'attente d'un ophtalmo, et tous c'est des complices, hein, on est d'accord? Et il y a une autre personne qui arrive et qui s'assoit. Et d'un seul coup, on entend « But !» Tout le monde se lève, comme Danette. Tu sais, la première fois, la personne elle regarde. 2 secondes après, rebut, tout le monde se lève. Et bien, dans 80% des cas, la personne se lève quand la sonnette sonne, parce que tout le monde se lève. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quoi ça sert, mais l'ensemble du groupe se lève, donc je me lève aussi. Et là où ça devient pire, parce que l'expérience a été poussée jusqu'au bout, c'est qu'à un moment donné, les laborantins, ceux qui faisaient l'expérience, ont dit à tous les complices de sortir. Donc la personne lambda est restée toute seule dans la salle d'attente, toute seule. Ça sonne, elle se relevait. Ça sonne, elle se relevait. C'est-à-dire que même seule, elle avait été bouffée par le groupe et elle faisait exactement comme le groupe. Donc, plus de gens rebelles. Et c'est vachement bien dans une société de ne plus avoir de gens rebelles, de ne plus avoir que des cons. Parce oui, l'horreur continue parce qu'en fait, la personne coopère. Mais elle coopère de son plein gré, ça vous rappelle rien ? Alors, il y a un épisode... Ça me rappelle... Certaines autorités refusent qu'on en parle, en tout cas, mais j'en parle pas. On s'attire beaucoup de problèmes. Si non, j'en parlerai pas. Promis, je n'en parlerai pas. Mais il y a quelques temps, je sens qu'on nous a obligés à faire un truc de plein gré. Ouais, je sais pas pourquoi. Avec le politiquement correct, il nous faut maintenant... pondérer notre langage. Alors, on va vers quel type de société avec ça ? Alors là, je l'ai mis dans le bouquin, sur le wokisme, tout, le Yel, ça devient complètement malade. Maintenant, ils réécrivent des livres. On ne dit plus, attention, ne dites plus femme. On dit personne menstruée. C'est vachement beau, hein. On ne dit plus on ne dit plus des nains. On dit personne de petite taille. Ils sont en train de tout réécrire pour ne gêner personne. Et en fin de compte, ça va gêner tout le monde. Moi, je suis foudrage aujourd'hui qui essaye de changer l'écriture. C'est wokisme de daube. Oui, on a viré, je crois, il n'y a pas longtemps, le journaliste Éric Nolot, anti-woke du jury du Festival de Cabourg à cause de ses positions. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, ces gens-là mettent une vraie dictature en place. Une sorte de discrimination, quoi. Mais c'est complètement une dictature. C'est-à-dire que si jamais tu emploies le mot mademoiselle, maintenant, tu te fais incendier par un certain type de personnes. Tu peux plus. Et le Scrabble a retiré une centaine de mots officiellement que tu n'as plus le droit d'utiliser. Je le mets dans le bouquin. Cette Commission européenne, merci l'Europe de daube, qui s'est réunie pendant 3 mois avec une présidente maltaise et qui avait décidé, je vous jure c'est vrai, hein, je mens pas, tout est factuel dans mon livre, de supprimer, de demander à ce que l'Europe supprime un certain nombre de mots et de prénoms de la langue française. Parce que, culturellement parlant, ça risquait de gêner. Donc ils voulaient supprimer le mot Marie, ils voulaient supprimer le mot Joseph, ils voulaient supprimer le mot juif, et le Vatican est obligé d'intervenir. Non, mais où on marche sur la tête. Aujourd'hui, on veut changer l'écriture, on veut non-genrer l'écriture de façon à gêner personne, alors que nos gosses savent à peine lire et écrire. Qu'on commence déjà à renforcer le fait que les gosses apprennent à lire et écrire, puis on verra après à changer une virgule ou un... Parce qu'avant, c'était le grand discours. Hein. Avant, je me rappelle de Bernard Pivot, on se posait la question de savoir si on allait mettre accent grave ou accent aigu. Jusque-là, c'est tolérable. Mais maintenant, il te parle de changer complètement des mots dans tous les livres, de changer les titres des livres, de mettre Yel partout, de faire tout ce qu'on appelle l'écriture inclusive. J'adore. Il faut inclure. Il faut inclure tout. Et en fin de compte, on n'inclut rien du tout. Oui. Ces gens-là ne se rendent pas compte parce qu'ils sont... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin... Mais de quoi ils se mêlent ? Il y a tellement de choses plus importantes au monde que de mettre du Yel dans la langue française. Allez bosser pour défendre les Ouïghours, allez bosser pour vous occuper des gens qui meurent dans le monde. Ça, c'est déjà plus concret. Mais allez se faire des trucs pour changer les Yel. Dans mon bouquin, je mets la nana, qui est adorable, mais qui a fait une pétition, qui a fait des trucs, parce qu'elle trouvait que les préservatifs roses ne représentait pas la totalité de la diversité mondiale. Donc elle a exigé qu'on fabrique des pansements
noirs. Oui, oui, oui. Des pansements noirs. Parce que un pansement rose sur une peau noire, c'était de la discrimination totale. Mais on s'en fout. Un pansement, c'est fait pour soigner. Moi, en tant que blanc, ça ne me gêne absolument pas d'avoir un pansement noir. Parce que ce que je veux, c'est un pansement sur ma plaie. D'avoir mal, ouais. C'est tout. Et bien, ces gens-là, elle a fait des pétitions, des colloques, des machins, des bidules, et ça marche. Et en plus, il y a un fabricant qui a dit, et je l'écris, tiens, frère, elle n'est pas bête ce qu'a dit Nana, je vais fabriquer des pansements noirs. Il n'en a pas vendu un seul. C'est quoi le meilleur remède, Philippe Pascot, contre la connerie? Lire, apprendre, comparer. Ce que les gens ne font plus. L'esprit critique. L'esprit français. Mais ouais, je vais vous en donner un autre que j'ai mis dans mon bouquin, là, en Inde. Je vous jure que ce que je dis est vrai. Hein. Entre 2 rails de train, ils ont construit un poteau électrique de 20 mètres. Attends, il a fallu des gens pour étudier ça. Il a fallu 15 personnes pour amener creuser le trou. Il a fallu d'autres gens pour mettre le béton. Il a fallu un camion pour apporter le poteau. Il a fallu d'autres gens pour le poser. Personne n'a eu l'intelligence de dire, mais non, on ne met pas un poteau électrique au milieu de 2 rails. Un train qui roulait en plus. Hein. Eh bien, si, ils l'ont fait. Donc des fois, je me dis, la connerie, il faut être nombreux pour ne pas arriver à la voir. Eh bien, ils ne l'ont pas vu. Et il y a 100 000 exemples comme ça dans mon livre, de conneries. Mais on se demande vraiment comment ils peuvent être aussi cons. Y compris, je le mets pour certains personnages qui nous dirigent, qui font conneries sur conneries. Mais aujourd'hui, faire une connerie, on dirait que ça devient un label de gouvernement. Des conneries, on en trouve à l'appel dans votre ouvrage. C'est un ouvrage vraiment très humoristique que vous avez écrit. Mais en fin de compte, profond. Prenez-le au 2e degré. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, j'ai une préface intelligente de Bruno Gaccio. Ce bouquin, il est aussi fait pour ouvrir les yeux aux gens, pour que les gens comprennent que la connerie, on peut en sortir. Mais pour en sortir, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la lire. Est-ce que vous pensez qu'on est passé pour des cons lors de cet entretien? Alors c'est fort possible. Je pense que comme je dis que la Terre n'était pas plate, je vais encore avoir 25 mails de mecs qui vont me traiter de con parce que la Terre, en fin de compte, est vraiment plate. Et il faut faire gaffe, parce que si tu vas trop loin, tu te casses la figure. Bon, on est toujours le con de quelqu'un. Non mais 7 millions de personnes quand même en France, hein, ouais. Qui sont persuadées que la Terre est plate. Faut quand même le faire, hein. Les cons, ça ose tout, moi aussi, c'est disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous, Philippe Pascot. C'est moi qui vous remercie et continuez, lâchez rien. Ce TV Liberté, je le dis, et pourtant je suis un mec de gauche, est un des endroits où on peut parler avec liberté. Merci à vous. Même des cons.